Cette semaine, on parle de mesure des émissions carbone. On vous explique tout ça, pourquoi, comment, dans la console AWS et ailleurs. C'est le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Nouvelle année 2026. Je sais pas s'il est encore temps de dire bonne année ou pas, mais enfin bon, voilà. Épisode enregistré fin décembre, comme ça on est transparent. Si jamais il y a des nouveautés entre le moment où on enregistre et le moment où vous écoutez cet épisode, vous nous pardonnerez de ne pas les avoir mentionnés. On parle CO2, émissions de CO2 et évidemment l'activité numérique, l'activité digitale fait sa part d'actualité en matière de consommation d'électricité, en tout cas ces dernières années. C'est un sujet très important pour beaucoup de nos clients et c'est Philippe de Maison qui va nous expliquer pourquoi, comment. Merci Philippe d'avoir accepté mon invitation. Tu es du développement durable chez AWS. Pourquoi c'est important pour nos clients de mesurer leur émission carbone par le biais d'utilisation des services AWS? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors, c'est important, parce que c'est important pour tout le monde. Et donc, parce que c'est important pour tout le monde, c'est également aussi important pour nos clients. Il y a plusieurs axes pour lesquels c'est important. Le premier axe, c'est tout simplement la réglementation. Il se trouve qu'en plus, la France est dans le monde un vrai pionnier sur ce sujet-là. Il se trouve que Jean-Marc Jancovici, que peut-être Mhm. certains d'entre vous connaissent, il se trouve qu'il a été un des tout premiers à parler de bilan carbone. Donc la France a à la fois une connaissance du sujet, une appétence sur le sujet, qui fait que d'un point de vue purement réglementation, on a anticipé pas mal de réglementations qui sont après devenues des réglementations européennes. Donc c'est une obligation pour les entreprises de rapporter annuellement leur consommation carbone, leur Exactement. génération, pas leur consommation, leur génération carbone plutôt. Ils sont obligés à la dimension de l'entreprise de déclarer l'ensemble des émissions carbone selon un certain standard. Et donc, on dit à la dimension de l'entreprise, c'est-à-dire en fait sur tous les usages, dont l'usage informatique, qui maintenant est systémique. C'est-à-dire qu'en fait, la quasi-totalité aujourd'hui des entreprises ont une empreinte de l'IT, du numérique, du digital. De ce fait, ils se doivent de communiquer les émissions associées, tout bonnement. Et je suppose que ça ne s'applique pas de la même façon à l'épicerie du coin ou mon carrossier qui m'a fait une facture numérique cette semaine et aux grands groupes du CAC 40. Alors, il y a effectivement des seuils réglementaires, que ce soit au niveau français ou au niveau européen. D'ailleurs, la loi européenne qui est entrée en vigueur, en l'occurrence début 2025, c'est une directive qui s'appelle la CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive, donc qui se trouve être cette obligation dans les pays européens euh, pour les entreprises de déclarer les émissions associées en fait à leur existence. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas uniquement à ce qu'ils font eux-mêmes en termes d'émissions directes, mais aussi indirectement ce qu'ils génèrent par leur activité. Donc ça, cette directive-là, elle a été modifiée au niveau européen il y a la semaine dernière, hein, donc c'est vraiment tout récent. Et elle a été, parce que le monde change, il se trouve qu'elle a été un peu moins exigeante et on a modifié les seuils. Avant, les seuils, c'était 250 ou 500 salariés, ça dépend des périodes de temps. Et là, on est remonté sur des seuils qui sont beaucoup plus élevés. Donc, une chose est sûre, c'est que ces seuils sont transitoires et qu'on va vers des seuils qui vont être de plus en plus bas. On a beaucoup décalé dans le temps, mais l'ambition est toujours la même. Ça veut dire qu'il y a des personnes dédiées chez nos clients maintenant pour faire de la comptabilité carbone et ce reporting, en tout cas pour les très grandes sociétés ou des équipes Alors, même dédiées.
Grande ou très grande, il y a des gens qui sont dédiés. Donc déjà, il y a les fameuses qu'on appelle les équipes RSE, hein, donc responsabilité sociétale des entreprises, qui, elles, sont chargées de l'impact de manière générale. Donc que ce soit la partie environnementale, la partie sociale ou qu'on appelle gouvernance, hein. Donc ça donne un autre acronyme, ESG. Et donc ces gens-là sont dédiés et évidemment, la partie IT, pour les grandes entreprises fait partie des sujets. Pour les très grandes entreprises, il y a des gens qui sont dédiés à l'impact environnemental, sociétal et la gouvernance de l'IT uniquement, Juste de l'IT, ouais. Alors juste de comment l'IT. comment ça se mesure? Parce que pour le monde industriel, des hauts fourneaux, des gens qui font de la production, avec des cheminées qui crachent de la fumée, je vois bien ce Mmh. que c'est que la production de CO2. Mais évidemment, il y a tout l'indirect. Et ici, dans le contexte du cloud AWS, on parle d'indirect, puisque nos clients n'émettent pas directement de CO2 quand ils utilisent nos services. Quel est le cadre pour calculer tout ça? Alors, c'est un point important parce que, il y a un moment où on a besoin alors, je dirais le mot comparabilité est un peu fort parce qu'on pourra voir que justement il y a pas mal de liberté et que ça reste, quelque chose qui est toujours très difficile à comparer. Mais cela dit, dès lors qu'on demande à toutes les entreprises, de donner, les émissions, il est important qu'on ait un standard, de communication, histoire qu'on puisse au moins avoir chacun les mêmes règles. Mhm. Pour ça, en fait, il y a plusieurs, standards, on va dire, quelque part, mais il y en a un qui est, extrêmement important, qui s'appelle le GHG protocole. GHG voulant dire Greenhouse Gas Protocol, donc, le protocole des gaz à effet de serre. Voilà, donc, et ce protocole, est vraiment, utilisé, quasi systématiquement dans le monde entier, donc c'est intéressant. Ah oui, c'est pas uniquement européen, ça c'est important. Non, c'est exactement et donc l'approche alors on a une approche française qui est, Un peu historique et qui différente. oui, un peu différente, mais qui est compatible, hein, qui est celle du fameux bilan carbone dont je parlais tout à l'heure. Mhm. Mais, grosso modo, donc ce fameux GHG protocole, il est intéressant dans son approche parce que il est vertueux, c'est-à-dire qu'on cherche, et ça c'est un des éléments, on cherche à faire que les entreprises aient le moins d'impact possible en les déclarant. Parce qu'on aurait pu dire, bah, moi, je suis une entreprise X, j'ai une activité, je vais juste déclarer les émissions propres à mon activité. Et on va dire, bah oui, comme ça, on a additionné chacune des activités, chacune des émissions de chacune des entreprises et roule, Bah ça oui, marche. chacun déclare sa part. Voilà. Le problème, c'est qu'on pourrait être tenté de dire, bah finalement, plutôt que de faire cette activité moi-même, je vais l'externaliser. Comme ça, les émissions associées, elles Comme ça, seront moi je chez suis l'autre green. et pas chez. Je fais rien. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça, en fait, que le GHG protocole a ce qu'on appelle différents scopes. C'est-à-dire qu'en fait, il va découper et les émissions, déjà en émissions directes et indirectes. Donc, il se trouve que le GHG protocole, il y a 3 scopes. Donc, c'est assez facile à comprendre. Il y a que le scope 1, bah, ce sont les émissions directes. Voilà. Donc une émission directe, c'est essentiellement rejeter des gaz à effet de serre. Le plus connu étant le CO2, mais pas que, hein. Donc, il y a, par exemple, le méthane qui a un facteur réchauffant d'un facteur 30. Voilà. Donc, après évidemment, il y a plein d'autres gaz, protoxyde d'azote et j'en passe, des CFC et autres, enfin bon, peu importe. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'autres gaz et que c'est pour ça qu'on s'est dit: «Bah, comment on peut faire?» et on a inventé le CO2 équivalent. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'envoie une molécule de méthane, eh bien, ça fait 30 équivalents CO2 et je mets tout en CO2 équivalent. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est que Une quand unité on de v mesure commune, une comme on a défini le exactement, mètre il y a quelques siècles. À voir. c'est ça. Voilà, Mhm. donc c'est important d'avoir cette idée, c'est qu'on voit qu'il y a marqué que du CO2, mais en fait, on compte tous les autres gaz à effet de serre et il y en a. Ça, chez AWS, Ensuite, donc ce il y en a pas trop du scope 1, je suppose. Il y a nos générateurs diesel en cas de panne électrique. Il y a peut-être des gaz de refroidissement. Ça. Exactement, c'est-à-dire que, on est sur une activité qui a un scope 1, de notre côté qui est très limité. Parce que c'est vrai qu'on brûle assez peu d'énergie fossile de manière directe. Le seul moment où on le fait, c'est quand on teste les générateurs électriques qui, Mhm. par définition, les générateurs de secours, bah, ils tournent à autre chose que Ils sont mis en l'électricité. diesel, ouais. Hem
Voilà. Alors historiquement, ils étaient au diesel et on a commencé d'ailleurs par l'Europe à en fait, remplacer la partie du gasoil par, alors attention, accrochez-vous, donc Du méthane? de l'huile végétale hydrotraitée. Donc on appelle le HVO, donc c'est, Hydrotreated Vegetal Oil, et pour être plus clair, c'est de l'huile de friture, d'accord? C'est On et donc, récupère, on voilà, récupère mon huile de friture c'est pour genre. Ok, d'accord. voilà, grosso modo, Ça doit c'est sentir ça bon et autour le des gros data avantage centers d'AWS. n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 90 d'émissions, associées en Mhm. moins. Donc En c'est moins. plutôt Mhm. intéressant, voilà. Mais on va dire ça reste très, très limité, c'est moins de 1 le scope 1 et après il y a les fuites de gaz réfrigérant pour les quelques endroits où il y a encore de la climatisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le free air cooling dans les data centers, c'est la règle. C'est-à-dire on prend l'air, L'air extérieur et on ambiant. refroidit Mhm. par les couloirs. Voilà, exactement et si on prend par exemple la région de Dublin, il y a que 5 du temps de l'année, et encore ça c'est vraiment un grand maximum, où on va utiliser de l'eau avec le mécanisme qu'on appelle de l'evaporative cooling. Donc ça c'est quelque chose qu'on connaît bien, quand on sort de la piscine, on a On a froid. froid. Mhm. Bah, parce que tout simplement quand l'eau s'évapore, bah, ça amène du froid, bah, c'est ce qu'on Elle pompe utilise. de l'énergie et Voilà, donc on ressent le froid. voilà et donc là, quand on utilise de l'eau, on n'utilise pas, d'électricité. Donc grosso modo, c'est vraiment très, très limité. Donc pour dans notre cas, le scope 1 est tout petit, d'accord? Donc ça, c'est les émissions directes. Voilà, c'est vraiment ce qui est propre à l'entreprise. Et après tous les autres scopes, alors il y en a que 2, hein, mais ils sont indirects. C'est-à-dire qu'en fait, sont pas directement émis par l'entreprise, mais par l'intermédiaire de son activité d'achat, par exemple. Alors, il se trouve que les émissions indirectes, on les a coupées en 2 morceaux parce qu'on s'est dit: «Ouais, mais l'énergie, c'est quand même un truc un peu particulier». On a vu que c'est quand même, finalement un élément qui est extrêmement émissif. Donc le scope 2 et en fait, ce sont les émissions qui se cachent derrière, les énergies qui ne sont pas primaires. Par exemple, l'électricité. On fabrique de l'électricité avec quelque chose et ce sont les émissions qui se cachent derrière cette fabrication de l'électricité. Il se trouve qu'en France, on a, une électricité qui est très bas carbone, via le Et grâce au nucléaire. nucléaire. Ouais. Voilà, mais il se trouve que c'est pas le cas de beaucoup de pays, hein, qui aujourd'hui ont ce qu'on appelle des mix énergétiques, hein, donc des mix de sources qui se cachent derrière la fabrication d'électricité, qui peuvent être assez intenses en Mhm. carbone. Donc là, dès lors qu'on va utiliser du charbon, du gaz ou du pétrole, pour fabriquer cette électricité, bah, ce sont toutes les émissions qui se cachent derrière. Et donc ça, c'est un peu particulier, et grosso modo, c'est le scope 2. Alors, Donc ça, il c'est y a l'achat d'autres émissions. Ouais, d'énergie. Si oui. Amazon génère, imagine qu'on ait une centrale à charbon pour alimenter un data center, ce qui n'est pas le cas, ça serait scope 1 ou scope 2? C'est juste pour comprendre, hein. Si Alors c'était nous qui si étions propriétaires et opérons voilà, la centrale à charbon, voilà, ça serait donc scope 1 alors? exactement. Ok, Donc là, il se d'accord. trouve que, Mhm. nous ne fabriquons pas Non, notre non. propre énergie, Ouais. donc il se trouve que de ce fait, ça reste du scope 2, tout à fait et donc après le troisième, le scope 3, en fait, c'est tout le reste et donc ça veut dire c'est nos achats. Donc en l'occurrence, c'est tout ce qui se cache derrière le fait qu'on achète quelque chose. Donc même si par exemple on conçoit, l'ensemble des équipements, hein, qui sont les nôtres, les serveurs, le réseau, le stockage, chez AWS, il est fabriqué par un tiers. Et donc ce Mhm. tiers, bah, quand il le fabrique pour nous, il se trouve que ce Lui, sont il a les émissions qui des sont dans le émissions scope 3. aussi. Mhm. Et donc on les Exactement. compte. Et Et donc ça, ce sont les processeurs voilà. qu'on achète, les châssis, le métal qui nous sert à fabriquer les Voilà, châssis, sachant que, etc., il y etc. a on passe déjà par un premier fournisseur de rang 1 qui est celui qui nous les fabrique, sachant que lui-même achète des puces chez Intel, Mhm. AMD, Nvidia ou même les nôtres qu'on fait fabriquer. Donc ça Mhm. le scope 3 est quelque chose qui est très récursif, hein, puisque en fait on est toujours dans le scope 3 de quelqu'un et donc on est, voilà, il y a quelque chose qui remonte assez loin. Voilà. Et là, tu parles de le supply chain pour s'approvisionner, mais est-ce qu'on compte aussi Exactement. ce qui se passe après, en fin de vie, quand il faut évacuer un data center, C etc. Exactement. C'est pour ça que le scope 3, c'est la partie en amont, mais aussi en aval. C'est-à-dire que le serveur, la fin de vie, par exemple, va être intéressante, mais imaginons que je m'appelle, Amazon et que je fabrique des Fire TV, des Echo Device avec de l'Alexa. Ça rentre aussi l'usage même de ces appareils rentre dans le scope 3, cette fois-ci aval. Et donc ça incite les entreprises à, quand elles fabriquent quelque chose, à fabriquer aussi quelque chose qui soit le moins émissif possible.
Voilà. Ok, donc j'ai bien compris ces normes, je vais pas les répéter parce que je les ai pas retenues, mais elles sont dans les notes du podcast, vous scrollez un peu et je mettrai un maximum de liens si vous voulez, si vous avez du mal à vous endormir le soir, je suppose que lire des normes c'est toujours un bon moyen pour retrouver Je conseille. Ouais. le sommeil. Tu as très bien expliqué scope 1 direct, scope 2 achat d'énergie, scope 3 tout le reste en amont et en aval. Comment nos clients peuvent savoir quel est leur scope 3 alors, puisque notre consommation c'est du scope 3 pour les clients si j'ai bien compris. Exactement. Comment nos clients peuvent savoir que leur instance EC2, leur gigabyte de stockage S3 RDS ou leur usage de Bedrock correspond à X kilos ou tonnes de CO2? Alors c'est un vrai sujet parce que justement, il est important de suivre les standards. Il faut la science aussi, elle avance parce que c'est un sujet qui est encore en travail. C'est-à-dire que, souvent nous en tant qu'ingénieurs, on se dit: «Bah, les émissions de CO2, on doit le savoir, c'est quelque chose d'assez précis». Non, c'est tout sauf précis. Alors si, le scope 1, lui, est précis. Le scope 2 peut l'être, également. Le scope 3, par définition, c'est chez les autres et en plus, on a vu que c'est toute la supply chain et donc on a des logiques, qui vont de marge d'erreur qui vont se cumuler et qui fait qu'on est sur des choses qui sont très complexes à appréhender. Or, on l'a vu, tout à l'heure, nous, on a un scope 1 qui est tout petit, donc on est essentiellement lié à scope 3 et la plupart des entreprises qui ne sont pas industrielles ont elles aussi un scope 3 qui est très Oui. important. Voilà. Donc nous, ça fait maintenant depuis 2021 où le produit était en bêta, puis il est sorti officiellement au mois de mars 2022. Donc on a ce que nous on appelle entre nous la calculette hein, ou la console carbone, qui est dont le nom officiel pour l'instant est l'AWS Customer Carbon Footprint Tool, de son petit nom acronyme CCFT pour les intimes. Voilà, donc cet outil, il s'est enrichi au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'on avançait sur le sujet et donc là, 2025 a été une année formidable parce qu'en fait, on a vraiment abouti sur plein d'aspects et donc là, aujourd'hui, nos clients, peuvent, donc aller dans leur console, pour l'instant, la console de billing, et dans cette console de billing, bah, ils vont voir les dollars et après, bah, ils vont voir le fameux CCFT, le Customer Carbon Footprint Tool, où ils vont pouvoir voir les émissions associées à leurs usages et vues d'AWS sur les 3 scopes vus d'AWS. Donc qu'est-ce qui dépend des émissions directes d'AWS en scope Notre 1, scope 1, notre scope notre 2, scope 2, notre scope 3, pas 3. celui du client. Mais qu'est-ce qu'il voit? Enfin, c'est un drill down à quel niveau de granularité? C'est le gigabit sur S3, l'instance EC2, ou c'est un chiffre plus agrégé par Alors ISI ou par région? Alors c'est un très bon point parce qu'en fait, il faut arriver à la chose la plus importante, c'est, de faire en sorte que la méthodologie, ce qui n'a pas été le cas au début, soit, validée par un tiers, qu'elle soit validée par la science, qu'elle respecte les standards et ça, c'est quelque chose qui est pas du tout aisé. Et donc, ça, c'est chose faite. Donc là, depuis, maintenant la fin d'année, donc, puisque c'est sorti officiellement au mois d'octobre dernier. Donc la méthodologie, juste pour que vous puissiez toucher un petit Mhm. peu la complexité, C'était c'est ma question 43 suivante, donc, pages. Ouais, donc ouais, vas-y. ouais. C'est 43 pages. 43 pages, d'accord? Mhm. Sachant qu'il reste encore des choses à définir. Donc, il se trouve que et là, pour l'instant, donc, on a, donné essentiellement les services dits fondationnels, c'est-à-dire EC2, S3, hein. Donc, par contre AWS et pour l'instant, les autres services sont dans la catégorie autres, mais on va, dans les mois à venir, bien évidemment, découper, Détaillé. Mhm. détailler ces éléments-là. Mais si on prend uniquement l'axe, dont je parlais tout à l'heure, la partie réglementaire, ce qui intéresse l'entreprise, c'est, à la dimension de leur usage AWS, et donc là, on le découpe par région. Donc par exemple, je sais que si, j'ai un usage à Dublin, à Francfort ou en US East, je vais avoir mes émissions par région, et après découpées par, service fondationnel, EC2, S3. Et ça, c'est important parce qu'une instance EC2 à Francfort ou une instance EC2 en Northern Virginie ne consomme pas, enfin si elle consomme probablement la même quantité de kilowattheures, mais l'émission de CO2 associée au kilowattheure n'est pas la même en fonction du mix énergétique et du grid local sur lequel on est connecté.
Exactement, et ça, c'est quelque chose de très important. On a, en fait, véritablement un mix énergétique, très bas carbone en France, hein. On Alors ça dépend des années parce que ça change, selon d'abord que les hivers sont rigoureux ou pas, Mhm. qu'on dispose ou pas de centrales nucléaires, hein, donc ça disponibles et cetera. Mais on est entre 25 et 35 grammes de CO2, là où certains pays en Europe sont Par, à 4. Alors par kilowattheure. par kilowattheure, ok. Par Mhm. kilowattheure. Là où, certains pays sont à 500, 800 Waouh. grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Donc, voilà, il faut avoir en tête, d'ailleurs je vous renvoie vers un magnifique site qui vous permet d'avoir ça en temps réel, qui s'appelle Electricity Maps, sur lesquels vous allez avoir la carte, du monde et avec des couleurs qui vont du vert au marron très foncé, la grille énergétique, de chacun des pays. Et ça fait partie des choses qui sont importantes dans le dans le choix de la région. Et ça, je pense que c'est un des éléments qu'il faut avoir en tête, c'est que les auditeurs là, de ton podcast, Sébastien, ce sont des développeurs, ce sont des administrateurs, ce sont des gens qui disent: «Bon, bah, finalement, le carbone, c'est peut-être pas mon choix, c'est pas moi qui vais», et en fait si, heu, Ouais, il si peut je vraiment faire vais, des choses. enfin, je prends toujours l'exemple de Francfort parce que malheureusement l'Allemagne est un peu le mauvais élève pour le moment suite à des choix politiques qu'ils ont fait avant. Donc les émissions carbone à Francfort et à Paris sont pas les mêmes. Encore faut-il qu'on achète notre mix énergétique pour Paris en France, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas non plus. Est-ce que l'électricité qu'on consomme dans nos data centers dans la région de Paris, c'est de l'électricité produite ici? Ah, c'est obligatoire. En fait, c'est tout simplement, et c'est pas réglementaire, c'est juste, on ne peut pas, enfin, le câble qui arrive dans nos data centers, il vient du mix énergétique français qui est géré par RTE, hein, donc le réseau de transport Mhm. d'électricité. On De toute façon, quoi qu'il advienne, cette électricité, elle est passée sur notre réseau et on l'a pas achetée à l'extérieur. Parce qu'on est un très grand producteur. Donc, en France, on achète pas vraiment, on est plus, à vendre, et Exportateur voilà, que exactement. importateur. Voilà, Alors, donc on peut pas, là aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, on passe par RTE et RTE, il va pas chercher ailleurs. Alors cette méthodologie très détaillée, tu l'as dit, 43 pages pour calculer EC2 et S3, est-ce qu'elle a été auditée, vérifiée par des experts externes, indépendants? Est-ce que nos clients peuvent vérifier ces rapports d'audit comme on le fait pour d'autres conformités? Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, donc il y a, plusieurs façons, de certifier. Donc il y a déjà le fameux GHG protocole dont je parlais tout à l'heure. Lui, il se trouve être, backupé par une ISO. Donc là, pareil, pour, briller le soir à la veillée avec vos amis, vous pourrez dire que ça dépend de l'ISO 14064, et donc qui est, en fait, ni plus ni moins que le standard qui valide le GHG protocole. À un certain moment, il y avait quelques petites nuances, mais maintenant ils se sont bien alignés. Donc ça, il se trouve que l'ensemble de ce que nous fournissons est respecté et respecte la norme 14064. Et pour ça, bah, comme pour toute norme ISO, comme par exemple on le fait pour la sécurité, il y a un auditeur qui vient voir si notre méthodologie, la façon dont on calcule, la façon dont on fait les choses, eh bien si ça respecte bien les standards. Donc là, en l'occurrence, c'est la société Apex qui a validé notre méthodologie, qui dit si c'est bien ce qu'ils disent. C'est, Donc ça, c'est, c'est- voilà, c'est le standard qui est dit, parapluie, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment la façon, de calculer, enfin, surtout de présenter les choses et de calculer. Alors, il se trouve que, le scope 1, on a dit, il est tout petit. Le scope 2, alors il a plusieurs façons d'être calculé, mais on va pas rentrer trop tôt dans le détail aujourd'hui. Mais grosso modo, il y a celui qui prend en compte ou pas les énergies renouvelables que l'on achète. Et ensuite, il y a le fameux scope 3 dont on parlait tout à l'heure. Et ce scope 3, il y a plusieurs façons de le calculer. Et donc, il y a des façons qui sont très, 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 permissives et surtout qui sont, bon allez, on va utiliser quand même le terme doigt mouillé, d'accord, hein? On y va, voilà. à la En grosse fait, louche. à la grosse louche, bah, parce que quand on ne sait pas, typiquement, Bah quand oui, il c'est le faut mettre une fournisseur du estimation. fournisseur, bah, Mhm. voilà, exactement. Donc pour ça, il y a des tables qu'on appelle, avec des facteurs monétaires. Alors juste pour vous dire un peu le truc, c'est que on transforme des dollars en CO2, quoi. On dit: «Bah, il a acheté Mhm. pour tant de bon, donc ça doit faire à peu près ça». Donc ça, c'est les facteurs monétaires. Donc ça, c'est la plus grosse louche, hein. Oui, je pense que tu as, bien utilisé le bon mot. Et après, tu as ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. C'est-à-dire que cette fois-ci, quand dans le scope 3, par exemple, si on fait fabriquer quelque chose, eh bien, on dit, OK, bah, là, par exemple, ce serveur, eh bien, bah,
qu'est-ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin de ce serveur. Et donc, on calcule de sa naissance jusqu'à la sortie de l'usine. Donc, en anglais, c'est cradle to gate. Et après, il y a gate to grave. Donc, c'est de la porte jusqu'à la tombe, hein, donc, c'est la fin de vie. Jusqu'au Et recyclage. voilà, Ouais. et exactement. C'est vraiment, et ça, c'est très compliqué à faire parce qu'il faut pour chacun des composants, on regarde son cycle de vie. Et là, il y a encore deux standards, hein, le ISO 14040 et le 14044. Et donc ça, c'est la méthode qu'on utilise pour le calcul du scope 3, de l'ensemble des équipements, qu'ils soient IT ou non IT. Hein. On a plein d'équipements non IT, hein, que serait-ce que la partie électricité de puissance, la partie backup au niveau des Mais ça va batteries, etc. jusqu'aux chaises de bureau et aux tables pour les gens qui travaillent dans les data centers? Alors, non. Ok. Pourquoi? C'est Parce vraiment que l'équipement bah, hum, en fait, justement, productif. tu Mhm. poses une très bonne question, c'est où est-ce qu'on s'arrête? Parce qu'il y a Mhm. un moment où ça devient un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que le GSG Protocol a écrit des guides par secteur d'activité pour dire ce qui est vraiment important, ne perdez pas de temps avec des Ouais, poubelles. Voilà. les émissions carbone de la chaise de bureau du manager du data center sont probablement peanuts à côté de l'ensemble Voilà. du data center. Et c'est pour ça qu'on se concentre sur les choses qui sont importantes. Comme en plus, on vient de le voir, il y a des facteurs d'erreur qui sont loin d'être négligeables. Ça sert à rien de passer du temps à des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est pour ça en fait que donc dans le guide qui est sur le secteur de l'IT, en fait, il est bien spécifié que ce qui est important, ça reste finalement ce qu'il y a dans le data center. Donc par rapport à ta question, non, c'est vraiment donc il y a les murs. Et après, un truc important, c'est que par exemple tout à l'heure on a dit que dans le scope 2, il y avait toutes les émissions qui se cachaient derrière l'usage d'électricité, mais quand quand j'utilise une éolienne, bah en fait, elle consomme, enfin, elle n'émet rien, donc on peut dire c'est 0 de CO2. En scope 2, mais il a fallu la fabriquer, donc c'est scope 3. Exactement. Donc ça, c'est ce J'ai bien qu'on appelle, compris. voilà, exactement. Donc ça s'appelle le FERA. Donc c'est Fuel and Energy Related Activities. Bon, grosso modo, voilà, c'est des choses qui sont assez complètes, voilà. Je suppose qu'on ne calcule pas ça en temps réel. Quelle est l'échéance pour obtenir ces données-là? Les données que je vois aujourd'hui dans ma console, c'est des données de quand? Alors justement, déjà, on les donne mensuellement, donc ça c'est Ok. important. Les facteurs d'émission dont je parlais tout à l'heure, là, par Mhm. rapport au kilowattheure, ils nous sont donnés par l'Agence internationale de l'énergie. Donc c'est cette source-là qu'on utilise. Donc c'est au mois le mois, pays par pays, on calcule ça par région AWS, donc c'est plutôt quelque chose qui est important. Et donc il y a assez peu de temps, c'était quelque chose qui était avec 3 mois de décalage parce que on voulait avoir un scope 2 qui soit vraiment basé sur la facture, sur les émissions réelles. Et puis on donnait en plus, là depuis le mois de juin, les émissions réelles sans prendre les achats d'énergie renouvelable et après, achat défalquer les achats d'énergie renouvelable. Donc, on avait 3 mois de décalage. Il se trouve que là, maintenant, ça y est, on a travaillé avec des estimations. Donc, ça vient tout juste d'être mis en place et d'être annoncé. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, on va plus avoir que 3 semaines de décalage et on remplacera les estimations avec les vrais chiffres une fois par an pour que, bah, justement, d'un point de vue purement audit et réglementation, on puisse avoir les vrais chiffres une fois par an. Mais ça permet quand même d'arriver à savoir un peu où on en est sans attendre 3 mois de décalage. 3 mois, c'était un peu long. Mhm. Voilà. Et alors on a parlé, enfin ou j'ai parlé en tout cas d'une console visuelle, graphique, mais AWS c'est avant tout des API. Est-ce que nos clients ont un moyen programmatique d'accéder à ces données? J'imagine les très grands clients, ils ont des data lakes avec ces données des différents fournisseurs, ils agrègent tout ça pour leur propre reporting, donc c'est important pour eux d'automatiser l'ingestion en tout cas des données. Alors, c'est un très bon point. Donc, pour l'instant, les clients connaissent très bien le Cost and Usage Report, hein, le Mhm, CURE le pour les fameux intimes. Cure. Et donc, il se trouve que le CURE, dans sa version 2.0, est en fait mis à disposition via ce qu'on appelle les data exports. Donc, c'est un export dans un bucket S3 des données brutes d'usage et de coût. Eh bien, on utilise exactement le même mécanisme pour le carbone.
Donc, c'est un data export et on va retrouver ces données carbone, qui vont être mises à jour, mensuellement, donc comme on l'a indiqué, alors par version, hein, puisque la méthodologie, elle change, je l'ai expliqué tout à l'heure, les standards changent, la science change. Donc on en est déjà à la version 3.0, point X, hein, sur cette partie, du fameux CCFT, hein, de notre calculette carbone. Et donc c'est par ce biais-là que les clients peuvent récupérer. C'est des fichiers qui sont soit en parquet, soit en CSV/ZIP et ils peuvent récupérer ces données-là pour voir en fait, par service EC2, S3 ou autre, par région, ou à savoir où sont les émissions principales. Et alors, en préparant cet épisode, tu m'as dit quelque chose, enfin, qui m'a étonné, d'étonnant, enfin, étonnant pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait de la capacité qui n'est pas utilisée dans nos data centers? On a des tas de serveurs qui attendent qu'un client démarre une instance spot ou une instance. Comment est-ce qu'on prend ça en compte? Justement, ça fait partie des éléments qui dans la méthodologie sont très importants pour respecter les standards. Et donc là, puisque maintenant nous avons, toute la méthodologie qui est validée et qui respecte les standards, ce qui est extrêmement important, c'est que, on puisse mettre, alors là, on a vu que dans la fameuse guide dont je parlais tout à l'heure, fourni par le GHG Protocol, il disait, bah, qu'il y avait certains éléments, tu parlais de la chaise de bureau, qui ne rentrait pas dedans. Par contre, tout ce qui concerne purement le data center, est important et doit rentrer dedans. Donc, tout comme dans un data center privé, quand j'ai des serveurs que j'ai achetés qui sont allumés, même si je les utilise pas, j'ai pas le droit de dire: «Ah non, Celui-là, je je sais pas. voilà, non, je l'utilise pas, donc je le compte pas». Bah, c'est pareil là, et c'est-à-dire qu'en fait, tous nos clients, tous ceux qui ont utilisé de la ressource dans un data center donné sur un mois donné, et bien, toute la capacité, en heures de rack, et enfin, ou d'instances et cetera, qui n'a pas été utilisée, ah bah, on peut pas dire: «Ah bah, c'est à personne» ou «c'est à AWS». En fait, dans les faits, c'est quelque chose qui est, alloué, proportionnellement à l'usage de chacun, bien évidemment, hein, donc sur l'ensemble des clients. Ce qui fait que donc là, j'essaie de désamorcer des centaines peut-être de questions qui vont nous être posées. Si j'ai une consommation qui est vraiment identique, exactement les mêmes ressources tout le temps allumées sur un mois donné, le mois d'après, je peux avoir Ça plus peut ou changer moins un peu. d'émissions de CO2. Tout simplement parce que la capacité non utilisée de ce data center, de cette région-là, ce mois-là, était peut-être pas exactement la même. Donc la quote-part qui m'a été attribuée n'est pas obligatoirement la même. Ça veut dire que nos clients payent de Bah, l'ensemble de la capacité de la même manière qu'en fait, on AWS. met, voilà, on met en communauté les ressources, hein. En fait, je dis toujours que le cloud, on est vraiment le transport en commun de l'IT. C'est-à-dire que, et ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que de ce Oui, fait, ouais, je, voilà. Donc, je me dis, si je prends un avion, si je prends en prix CO2, le siège vide qui est à côté de moi. voilà, c'est en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que, les ressources qui ont été mobilisées et auxquelles j'ai pu participer, oui, et bah, là, on va prendre puisque tu prends l'exemple de l'avion, je vais prendre l'avion et je vais diviser par le nombre de passagers, et même, l'empreinte, des sièges non Mhm. utilisés va m'être attribuée. C'est vraiment, cette image-là, et il se trouve que on n'est pas du tout dans les mêmes proportions, de taux d'usage sur un data center privé et sur un data center tel que le nôtre. Sinon, on n'aurait pas de business model, donc faut pas s'inquiéter non plus. Mais c'est quelque chose qui est important parce que ça permet déjà, de prendre tout en compte, et qu'il y ait aussi une comparabilité réelle avec le data center privé, puisque c'est exactement les mêmes règles. Les mesures sont faites parfois, en tout cas en scope 3, un peu louche, tu l'as dit, scope 2 est beaucoup plus... Est-ce que c'est correct de dire à nos clients qu'ils ne doivent pas nécessairement se focus sur les chiffres absolus, mais plutôt regarder la tendance de leur évolution? Est-ce qu'ils sont en train de diminuer leur émission carbone? Alors ça, c'est effectivement un des éléments qui est, important à garder en tête, c'est que, on voit que finalement, c'est à la fois, les éléments de base, donc par exemple, on parlait du mix énergétique, sur un mois donné. Pour ceux qui vont aller sur Electricity Maps ou, sur Eco 2Mix, hein, qui est l'équivalent, mais juste pour la France, pour RTE, ils verront que ça change tout le temps. Donc il y a obligatoirement des arrondis qui sont faits, et ainsi de suite. Donc, il faut pas travailler au gramme près, ça a pas de sens. Et d'ailleurs, le CO2 est une très bonne donnée, qui nous permet d'arriver à voir, bah, l'impact que l'on a avec
Si on a la même règle, on peut comparer, on a le même référentiel, donc tout va bien. Le problème, c'est déjà d'utiliser 2 référentiels différents. Il se trouve que, par exemple, sur le secteur du cloud, chacun des acteurs de cloud a malheureusement des méthodologies différentes, même si elles sont toutes validées par le GHG Protocol. Parce que le GHG Protocol vous oblige à déclarer, d'expliquer comment vous faites. Mais c'est pas toujours la même chose. Ça veut dire qu'on peut pas comparer les émissions de Google, d'Azure, AWS? En quelque sorte, oui. C'est-à-dire qu'en fait, déjà parce que nos produits sont pas exactement faits pareil, donc ils sont les éléments qui nous permettent de calculer ne sont pas toujours les mêmes et et comme le standard ne va pas jusqu'à définir dans le cas des cloud service providers comment il faudrait faire exactement à la virgule près, mais je pense que ça va venir à un moment ou à un autre, mais jusqu'alors non, c'est pas exactement le cas. Et puis même, de toute façon, il est important de se dire qu'on utilise des composants qui sont pas si éloignés que ça. Ce que je veux dire, c'est que ça reste toujours au final, des processeurs, avec des disques et de la mémoire et que le vrai élément, le vrai levier pour baisser, ces émissions, c'est de travailler sur d'autres axes que je dirais la nature des composants. C'est sur ces usages. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, puisque tu parles des usages, Philippe, nous accompagnons nos clients depuis bientôt 20 ans pour essayer de leur expliquer comment utiliser le cloud et que cela coûte le moins possible. Est-ce que nous faisons aussi des efforts pour évangéliser, pour expliquer comment diminuer son empreinte carbone sur AWS? En fait, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc les composants sont les mêmes. Donc comment je peux faire? Déjà, il se trouve que puisqu'on parle je parlais tout à l'heure du fait qu'on pouvait mettre en partage les ressources et qu'on était le transport en commun de l'IT. Si on continue sur cette image de mobilité, on peut vraiment se dire, quand je suis dans un data center privé, c'est la voiture. Quand je suis dans un data center de type cloud public, je peux dire que c'est le covoiturage, avec 5 personnes tout le temps dans la voiture, 24/7 et quand il y a quelqu'un qui descend, il y a quelqu'un qui remonte. Mais ça, ce serait avec la même technologie. Mais dès lors que je commence à faire, par exemple, des containerisations, là, je suis plus dans un car, par exemple. Et puis si je fais du serverless, de type, lambda, là, je suis dans un train. Donc on peut voir que en fait, l'impact, d'un siège de train par rapport à une voiture où je suis tout seul dedans, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est très différent et pourtant je me déplace. Je vais d'un point A à un point B. C'est pareil en fait dans les usages d'architecture. C'est pour ça que dans le fameux Well Architected Framework, hein, le WAF, donc pour ceux qui connaissent pas, je rappelle, hein, donc il y a 6 piliers, hein. Le premier évidemment, c'est la sécurité. Le deuxième, c'est la partie robustesse, hein, donc la partie résilience. Le troisième, c'est, bien évidemment la partie performance. Le quatrième, c'est le coût. Alors il se trouve que ça, c'était les 4 premiers historiquement. On a rajouté un cinquième qui est la maintenabilité, Mhm. que nos amis américains ont appelé Operational Excellence. Et le dernier, c'est, la partie sustainability, donc la partie Et donc, durabilité. le WAF, c'est le Well Architect Framework, pour pas parler avec des acronymes. C'est vraiment une espèce de checklist, vérifiez ça, est-ce que vous faites ça? C'est un ensemble de questions qu'on doit se poser et auxquelles on répond, et puis on reçoit un score en fonction de ces réponses. Et donc, si on fait cet exercice plusieurs fois par an, on voit aussi l'évolution de son score. Si je résume en 2 phrases, c'est bien ça? C'est c'est exactement ça. Donc, c'est une revue d'architecture sur ces 6 axes. Et donc là, depuis 4 ans, on a rajouté cet axe durabilité. Alors, il est intéressant parce que même dans la console, on peut faire la fameuse Mhm. checklist dont tu parlais, application par application. Donc, on peut suivre les différentes évolutions. Donc, il y a 6 grands domaines dans le sixième domaine, hein, donc, on peut travailler sur ces 6 axes. Le premier, c'est le choix de la région. Mhm. On a parlé tout à l'heure du mix énergétique. Le deuxième, c'est l'alignement à la demande. C'est très important, ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça sert à rien d'avoir énormément de ressources. Typiquement, une machine virtuelle qui fait rien, là où je peux utiliser la partie API Gateway avec des lambdas derrière, par exemple. Donc, la partie purement serverless avec des lambdas où je vais à la fois payer et consommer juste 100 millisecondes de compute. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, l'alignement à la demande est un des plus gros leviers. Après, bien sûr, le software. Alors là, je sais qu'il y a une population d'auditeurs développeurs, donc je voudrais surtout pas les choquer, mais tous les langages ne se valent pas Et non. d'un point de vue émission de CO2.
Voilà, donc il y a ceux qui sont compilés, ceux qui sont interprétés, donc déjà. Et ensuite, dans ceux qui sont compilés, sachant qu'aujourd'hui le roi c'est Rust, hein, à la date où je parle, qui est celui qui est le moins consommateur d'énergie, qui est le plus proche de la machine, hein, Ouais, c'est aussi simple C, que ça. C++, Après, on va retrouver la Rust, tout façon ça, dont ce on sont les stocke. bons élèves. Les moins bons élèves dans cette catégorie-là, c'est plutôt les Python, Exactement. JavaScript, sans vouloir me fâcher avec personne, Java, Java aussi. Ouais. Mhm. voilà. Voilà, donc, mais encore une fois, on peut très bien faire des choses Ah, ça c'est abominables clair. avec ceux que tu as cités comme étant des bons élèves, Il y a des choix et après des choses d'architecture, des choix de formidables, sachant que par design exemple, dans une application. oui, et oui, on peut très bien faire un wrapper en Python et utiliser des librairies Mhm. compilées. Donc, il n'y a pas de règle absolue, hein. Après, il y a la partie, bien sûr, hardware. Est-ce que j'utilise du Graviton chez Intel nous ou AMD. du Mhm. processeur x86? Voilà. Après, il y a la partie NVIDIA versus Trainium Inferentia sur la partie GPU. On a la partie du stockage. Donc, est-ce que j'utilise du parquet plutôt que du Ça a un CSV, impact par carbone, exemple? ça aussi? Le Ça, ce format sont de des choses. fichier? Ah, ah complètement, tu peux avoir en fait sur la partie surface sur laquelle tu vas abriter tes données, tu peux avoir 90 en moins, Mhm. entre 2 formats de données, hein, alors que tu as aucune déperdition de données, donc or, bah, si tu utilises 90 de S3 en moins, bah, tu utilises moins de ressources, hein. Et puis le dernier, c'est la partie process and culture, donc qui est très important. C'est par exemple faire des builds, des nightly builds, donc des builds toutes les nuits pour être sûr que j'ai toujours bien compilé tous mes trucs toutes les nuits, alors que personne n'en a besoin. On sait tous que la compilation est très intensive en consommation. Je pense que ceux qui ont déjà fait des benchmarks savent que, par exemple, pour tester les processeurs et voir s'ils sont performants ou pas, on compile le noyau Linux, par exemple, juste pour dire que c'est un truc qui est bien, voilà. Donc ça, cette logique-là, et après la culture, c'est est-ce que je Mhm. fais attention? Est-ce que par exemple, si je fabrique une librairie en tant que développeur, et d'ailleurs, nous, on se l'est appliqué nous-mêmes dans le SDK. En fait, on peut très bien dire, bah, tiens, je vais prendre une librairie, je mets tout dedans, sachant qu'il y a un élément dans la librairie qui est utilisé une fois sur 100, alors qu'il y a une autre partie qui est beaucoup plus petite, qui est utilisée tout le temps. Et ben, peut-être que d'obliger tout le monde à télécharger la grosse librairie, alors qu'en fait, si je découpais en plus petits morceaux, eh ben, je mettrais celui qui est le plus utilisé dans un seul morceau. Ben, je peux avoir un facteur 10, un facteur 100 en termes de téléchargement, juste sur cette partie-là de la taille de la librairie. Donc, c'est une culture, c'est d'y penser, en fait. Et ça, c'est J'aime un beaucoup élément ces important. sujets de responsabilité du développeur. C'est pas que de l'infrastructure, c'est pas que les gens qui construisent des data centers, des murs et des serveurs. C'est aussi nous en faisant les choix du npm install qu'on fait ou du pom Maven qu'on écrit aussi. Il y a ou pas, mais je n'ai Exactement. pas envie de rentrer maintenant dans ce sujet-là parce que on pourrait faire un On pourra autre faire une épisode édition juste sur spéciale l'IA. sur l'IA, si tu veux. Ouais. Euh, Quelles sont les tendances que tu vois, enfin les grandes tendances, pas nécessairement à AWS, mais l'industrie en général? Donc, ce qui est important, c'est que la régulation a amené déjà le fait que tout le monde veuille mesurer. Donc ça, c'est important. Que maintenant, ils ont, là, par exemple, dans le cadre de la calculette, on a fourni avec la même méthodologie les données depuis 2022. Donc, on peut regarder sur des durées qui sont quand même assez importantes. Donc, dans les tendances, c'est de regarder le CO2, mais en fait, maintenant, on le voit bien, d'ailleurs, on l'entend à la radio et sur les grands médias. On va, et ce qui est très important, quitter l'approche monocritère, le tout carbone, pour aller vers d'autres, à commencer par l'eau. Important pour les data Donc, j'en centers parlais un petit aussi, peu, oui. bien sûr, tout à l'heure. Enfin, exactement. Quand je disais qu'à Dublin, 95% du temps, on n'utilise pas d'eau et on n'utilise pas non plus de clim, ce sont des choses très importantes. Et là, pour le coup, l'ensemble des offres sur le marché en termes de cloud ne se valent pas, pour le coup. Il y a vraiment des grosses différences. On a développé des vraies choses différenciantes sur ces sujets-là, nous. Donc l'eau, c'est que nos clients nous demandent de plus en plus de choses donc autour de l'eau. Donc et je pense qu'au fur et à mesure du temps, alors même problème que tout à l'heure, hein, c'est comment je calcule, qu'est-ce que je donne, quelles sont les méthodologies et ainsi de suite. Mais donc aujourd'hui, l'idée c'est aussi notre approche, hein, puisque là, oui, bien sûr, on a un outil carbone qui est vraiment pas mal. Il y a toujours encore des choses à améliorer et sur lesquelles on va bien évidemment, rajouter des fonctionnalités. Mais la tendance, c'est d'aller vers d'autres critères.
Donc à commencer en premier par l'eau. Ça, c'est vraiment une tendance. Et puis la deuxième, c'est et ça, on peut remercier l'IA, c'est que les gens se sont dit: «Tiens, mais en fait, ça consomme, un serveur». Et donc que les gens maintenant se posent vraiment la question et ça, c'est un sujet, voilà, on peut remercier l'IA sur ce sujet-là parce que finalement, les data centers étaient pas tant que ça à regarder. La Green IT était un élément qui était finalement, un peu accessoire, et là, les gens commencent à et nos clients commencent à vraiment se poser la question, au-delà même de la partie, réglementation, c'est: «Bah, comment je peux limiter, et qu'est-ce que je peux faire?» Et d'où le fameux 6e Et pilier donc il y a dont une on parlait vraie tout à l'heure. prise de confiance De confiance, oui, de là maintenant en conscience. 2025-2026. Pour terminer, quelle serait l'action à faire dès que nos auditrices, auditeurs finissent d'écouter ce podcast? Que peux-tu leur suggérer pour démarrer en mobilité ou dans la mesure de leur consommation carbone dans le cloud? Ah bah, typiquement, donc là, normalement, ils nous écoutent début 2026. Donc la première des choses, c'est, essayer de voir si vous avez accès à la fameuse calculette, hein. Il y a une page dédiée maintenant qui est, donc, le AWS Customer Carbon C'est ouvert pour Footprint tout le monde, hein, Tool. c'est tous les comptes Donc, AWS ont accès à ça, hein. alors tous les comptes, ont alors déjà ce qui est intéressant, c'est que tous les comptes ont, un décompte et après pour ceux qui connaissent la logique de compte payeur et de rattachement à un compte sur une OU, le compte payeur, lui, en fait, Les données de agrège tous les sous-comptes. toutes les émissions des comptes de tous les sous-comptes, exactement. Alors ceux qui ont le droit, parce qu'il y a un droit à IAM, hein, pour accéder au CCFT et ceux qui ont les droits de billing, généralement, ont la possibilité de voir directement le CCFT et les données qui y sont associées. Et je pense que ça, c'est important. Si ce n'est pas le cas, allez voir, votre, monsieur Ou FinOps, madame. CleanOps, ou madame d'ailleurs, et faites en sorte de faire que vous puissiez regarder parce que ça, c'est vraiment, important que vous puissiez vous rendre compte de l'impact. Et puis la deuxième chose, une fois que vous allez voir si c'est petit, moyen, grand, quel que soit le résultat, même si vous considérez que c'est petit, bon alors déjà il y a un piège. Oui, ça c'est peut-être, la petite astuce. C'est que dans le fameux CCFT, vous allez voir des grands thèmes petit t, CO2e. Donc le CO2e, le E c'est équivalent. Le petit t, c'est les tonnes. Mais alors le grand thème, ce ne sont pas des mégas, ça veut dire métrique. Donc j'ai des clients qui ont failli avoir une crise cardiaque Des parce qu'ils se sont dit: mégatonnes. «Oh, c'est pas possible, j'ai des mégatonnes». Voilà, non, non, ce sont alors parce qu'il se trouve que les tonnes, pour ceux qui ne sont pas dans le système métrique, ce En ne sont pas plus. les mêmes, donc le M veut dire métrique. Voilà, donc c'est pour ça que, c'est important et donc là, on peut se rendre compte que, finalement, on peut avoir, son action et là, faut taper AWS WAF 6e pilier et là, on a accès à un magnifique PDF avec Attention, toutes les un WAF, c'est pas recommandations. le Web Application Firewall. Si vous tombez là-dessus, c'est un autre WAF. Oh là On là, parle oui, de tu as Well raison. Ouais, Architect voilà, tu as raison. Ouais, Framework. architecte. On a deux WAF chez Oh, AWS. voilà, et tu as Parfois, raison. on a des noms un peu amusants et on pourrait faire un épisode juste sur les noms des services et des frameworks également. C'est une bonne idée. C'est Merci une bonne Philippe idée. pour tes explications. Philippe de Maison, tu es Monsieur Green IT, directeur du développement durable. C'est ton titre officiel chez AWS. Merci pour tes explications très claires depuis le début du pourquoi, les scopes, le comment, ce qui est disponible pour nos clients et puis ce que vous pouvez faire concrètement en commençant dès aujourd'hui, ne pas attendre. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi prochain pour un autre épisode du podcast AWS en français. On révisera l'actualité des 2 dernières semaines. Ça sera vendredi matin dans toutes les bonnes applis. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.